Bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter à ce webinaire organisé dans le cadre du projet Agri-Waste Value. Donc aujourd'hui, nous allons parler du potentiel des extraits naturels issus de coproduits pour les secteurs cosmétiques et nutraceutiques, et nous avons le plaisir donc d'accueillir Monsieur Bruno Stirnon d'Oxylent, Madame Anne-Sophie Charles de Maison Éole et Flora Mère de Valbiome qui a donc travaillé sur le projet Agri-Waste Value. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, donc on est à peu près à 30 inscrits pour aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement de la plateforme si c'est la première fois que vous nous rejoignez. Alors, donc bienvenue sur Livestorm. Donc, vous l'avez vu, c'est assez facile pour se connecter. Alors, vous pouvez interagir avec nous pendant l'événement avec donc les petits boutons que vous trouverez sur la partie droite de votre écran. Donc, il y a normalement un onglet blanc qui s'affiche et en dessous, vous avez différents onglets. Vous avez l'onglet chat dans lequel vous pouvez discuter avec nous. Vous avez également l'onglet sondage, mais qui n'est pas disponible aujourd'hui. Et ensuite, vous avez l'onglet le plus important, c'est l'onglet questions, dans lequel donc, vous pourrez écrire vos questions à destination des orateurs. Donc, de préférence, préciser à qui cette question s'adresse en indiquant le nom de l'orateur devant. Et nous traiterons ces questions lors de la séance de questions-réponses qui aura lieu à la fin de cet événement. Donc, pour rappel, au niveau du programme, nous allons commencer par Flora, qui nous présentera le projet Agri-Waste Value et les case studies qui ont été réalisés, et ça prendra une quinzaine de minutes. Et ensuite, nous aurons également 15 minutes pour le retour d'expérience d'Oxylent et 15 minutes pour le retour d'expérience de Maison Éole, ce qui nous laissera 15 minutes pour la séance de questions-réponses. Alors voilà, j'ai fait mon introduction et donc je vais laisser la parole à ma collègue Flora qui va donc vous parler de Agri-Waste Value. Flora, je te laisse le floor. Par contre, ce serait mieux d'allumer ton micro. Ça commence bien, voilà. Donc bonjour à tous, donc Flora Mère, donc chef de projet chez Valbiome, et donc comme Aurore l'a très bien dit, donc j'ai principalement travaillé sur le projet Agri-Waste Value depuis que j'ai rejoint l'équipe. Et donc ici je vais vous présenter l'objectif du projet Agri-Waste Value et vous illustrer par deux études de cas. L'étude de cas plutôt au secteur cosmétique et nutraceutique, puisque ce sont les deux sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, le projet Agri-Waste Value, il est parti des constats suivants, qu'actuellement, effectivement, la majorité des actifs naturels utilisés en cosmétique ou nutraceutique sont importés d'Europe, que de plus en plus le consommateur veut du produit localement, donc qui est perçu vraiment comme une garantie de qualité, et que les deux marchés, donc le marché cosmétique et nutraceutique, sont vraiment des marchés en pleine croissance, avec des perspectives qui vont que faire augmenter. Et du coup, donc sur base de ces constats-là, donc Agri-Waste Value, c'est vraiment un projet qui vise à démontrer l'avantage de développer des chaînes d'approvisionnement locales et donc d'obtenir des composés bioactifs organiques, durables et locaux pour répondre justement à cette croissance, à cette croissance et ces attentes, on va dire, de la part des consommateurs. Donc, Agri-Waste Value, c'est un projet donc, qui a été financé, un projet européen financé par l'Europe, dans lequel nous avons donc participé avec 8 autres partenaires, et donc je reviendrai un peu plus tard. Une durée du projet de 4 ans, donc qui a commencé en 2018 et qui se termine ici dans 6 jours, le 24 octobre, avec un budget global de un peu plus de 3 millions d'euros. Donc, ce projet, donc, comme je le disais, c'est un projet qui est dans le cadre du programme Interreg Europe du Nord-Ouest. Donc, c'est un programme de coopération territoriale européen, donc financé par la Commission européenne, et donc qui a pour ambition de faire de la région de l'Europe du Nord-Ouest un acteur économique clé et un lieu de travail de vie attrayant avec des niveaux élevés d'innovation, de durabilité et de cohésion. Donc, de créer aussi un maximum de synergie justement entre ces différents partenaires européens. Donc, pour en revenir au projet Agri-Waste Value et rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc c'est un projet qui a été basé sur cette boucle d'économie circulaire
où plusieurs étapes ont été effectuées donc, durant ces 4 années. Donc, la première étape, c'était de collecter au final donc, ces résidus agricoles. Donc, on voulait travailler sur des résidus agricoles qui n'étaient pas encore valorisés. Et donc, on a ciblé les tailles d'arbres fruitiers, donc pommiers, poiriers et vignes. Et donc, ces ont été collectés donc, dans la région des différents partenaires, où Valbiome était en charge de mener à bien cette première activité. Ensuite, ces résidus ont été amenés auprès de notre partenaire, donc le Célabor, donc, qui est dans la région de Liège, en Belgique, pour justement créer des extraits à base de ces tailles d'arbres fruitiers. Donc, le Célabor a créé différents extraits, ces extraits pour viser vraiment les secteurs du cosmétique et du nutraceutique. En plus de ça, certains extraits ont été envoyés chez le partenaire AgroParisTech et l'Université de Reims, où ils ont effectué quelques modifications chimio-enzymatiques afin d'améliorer les extraits produits par le Célabor. Mais suite à ces extraits, on a effectivement un résidu d'extraction, donc les drèches, et ces drèches d'extraction ont été envoyées chez notre partenaire en Allemagne, PFI, pour étudier la faisabilité de valoriser ces drèches comme production de biogaz. Donc, ensuite, suite à cette valorisation en biogaz, on a ce qu'on appelle le digestat, qui est au final le résidu non utilisé de biogaz, qui a aussi un pouvoir intéressant au niveau de la fertilisation. Et donc, c'est avec le partenaire aux Pays-Bas, Delphi, qu'on a fait des tests d'utilisation de ce digestat sur champ. Et donc, ici, on a testé sur un champ de pommes de terre, mais on aurait pu très bien aussi regarder au niveau des vignobles ou des arbres fruitiers comment est-ce que ce résidu aurait pu être utilisé afin de compléter la boucle de valorisation. Nous étions aussi en interaction, et ils étaient aussi partenaires du projet, avec Eurasanté, donc pour tout ce qui était nutraceutique, et Cosmetic Valley pour tout ce qui est cosmétique, donc afin d'étudier les secteurs d'application. Donc ici, l'objectif de ma présentation assez brève, c'était aussi de vous présenter les études de cas donc, qui ont été faites dans l'activité long terme, donc de voir un peu comment est-ce qu'on pourrait positionner les extraits et les molécules trouvées dans les extraits d'arbres fruitiers. Donc, je vais vous présenter donc, brièvement les 2 études de cas. La première étude de cas qui est dans le secteur donc, du cosmétique, où on va parler de la molécule arbutine. Donc, l'arbutine, c'est effectivement une des molécules qui a été retrouvée dans les extraits d'arbres de pommiers. Et donc là, on voit effectivement les résultats obtenus donc, par le Célabor lors de l'extraction. Donc là, il y a eu 2 méthodes d'extraction utilisées, donc à l'eau subcritique et à l'éthanol pressurisé à 70%, dans laquelle on retrouve des concentrations d'arbutine entre 6,4% et 8,2%. Ensuite, on se rend compte qu'effectivement, dans l'arbutine, il y a plusieurs formes d'arbutine. On parle de bêta-arbutine, qu'on appelle souvent juste arbutine, ou d'alpha-arbutine. Et donc, ces concentrations sont plus ou moins de 50% suite au dernier dosage effectué par le Célabor. On a aussi étudié l'activité antityrosinase de cette molécule et on voit qu'elle est assez intéressante. Elle est encore plus intéressante dans le cas de la méthode d'extraction à l'éthanol pressurisé. Ensuite, il y a aussi une revue de la littérature qui a été effectuée dans le cadre de cette étude de cas qui confirme que les branches, donc les résidus de taille, sont vraiment une partie du poirier qui est la plus concentrée en cette molécule. Donc, suite à ça, on s'est attardé dans l'étude de cas aux applications de l'arbutine dans le secteur cosmétique. Et on voit que donc l'arbutine et l'alpha-arbutine sont des dérivés d'hydroquinone. Et donc, pour revenir un pas en arrière, donc l'hydroquinone, c'était une molécule qui était utilisée avant 2001 pour tout ce qui était troubles de l'hyperpigmentation, dont le mélasme, par exemple. Mais suite justement à certaines études qui ont montré qu'il y avait un risque élevé de cancer, cette molécule a été interdite en 2001. Et depuis lors, les chercheurs sont vraiment en train de chercher des alternatives plus naturelles à cette hydroquine pour tout ce qui est produit d'éclaircissement de la peau. Et donc, c'est l'une des raisons pourquoi l'arbutine est de plus en plus étudiée. Et on voit qu'effectivement, l'activité principale de l'arbutine et de l'alpha-arbutine, c'est vraiment la dépigmentation de la peau. Donc, via l'activité antityrosinase qu'on a effectivement
vu à la slide précédente, et donc qui inhibe donc l'enzyme tyrosinase, qui est l'acteur de la biosynthèse de la mélanine, et qui a aussi comme autre activité des propriétés antioxydantes qui peuvent être intéressantes. Ensuite, on s'est penché un peu sur le marché, la situation actuelle du marché de l'herbutine, avec deux approches. Une approche plutôt ingrédient et une approche plutôt produit fini. Donc, dans l'ingrédient, en contactant plusieurs fournisseurs, on se rend compte que la majorité des fournisseurs d'herbutine sont en Chine et qui travaillent principalement sur l'alpha-herbutine. Ensuite, suite au questionnement de l'origine, il s'avère que l'origine est principalement synthétique, donc chimiquement produite. Au niveau produit, on voit qu'il y a peu de produits actuellement qui contiennent de l'herbutine, et donc c'est principalement d'ailleurs de l'alpha-herbutine qui a été retrouvé. Donc pour tout ce qui est produit, donc blanchissement de la peau pour l'activité anti-hyperpigmentation, et qu'il n'y a aucune information sur l'origine de cette molécule présente dans les produits finis. Donc, quand on veut résumer un peu le potentiel de l'herbutine, donc qui serait extraite des tailles de poirier, on voit aussi que le marché au final des produits cosmétiques pour le blanchissement de la peau est vraiment un marché en pleine croissance, qu'actuellement, souvent ces produits ont des molécules synthétiques. Donc, on voit ici en brun que la majorité sont vraiment des molécules synthétiques et que très peu d'ingrédients naturels sont utilisés dans ce genre de produits, alors que le consommateur est de plus en plus à la recherche d'ingrédients naturels. D'après la littérature, donc comme je l'ai dit au préalable, l'herbutine provenant des résidus de taille semble prometteuse puisqu'elle est assez concentrée, mais qui a vraiment une importance de se différencier sur le marché et de communiquer ces différenciations, que ça soit de communiquer sur l'ingrédient qui est d'origine naturelle, un ingrédient produit localement, d'établir un système de traçabilité 100%, puisque c'est quelque chose pour le moment qui est compliqué d'avoir de la part des fournisseurs, et d'utiliser un coproduit, donc mettre en avant qu'au final, il n'y a pas de concurrence par rapport aux produits alimentaires, puisqu'on est sur un résidu agricole. Par contre, un bémol, c'est au niveau de la sécurité et de l'efficacité. En lisant la littérature, il faut vraiment encore faire des recherches supplémentaires par rapport à ça, puisqu'il n'existe pas encore de consensus pour s'assurer qu'il y ait des concentrations maximales à respecter quand on utilise l'herbutine en cosmétique. Il n'y a pas de souci comme on a eu des soucis avec l'hydroquinone. Donc voilà, ça c'était donc un bref résumé de l'étude de cas qu'on a faite donc sur le secteur cosmétique. Et donc là, je vais passer sur l'étude de cas donc effectuée pour le secteur nutraceutique, où on s'est penché sur la florizine. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est penché sur la florizine? Parce que tout simplement, quand on a réalisé l'extrait sur les tailles de pommier ici, on a vu que c'était le polyphénol le plus représenté dans notre extrait. Donc, on voit ici que la florizine, du coup, est la molécule majoritaire. Ensuite, elle est suivie par d'autres polyphénols ici représentés, donc la vicolanine, la quercitrine et l'hyperocide. On voit qu'il y a eu deux types d'extraits. Donc, dans un extrait initial, on a une concentration de plus ou moins 20% de florizine. Et quand on fait un extrait enrichi, donc suite à un passage via une résine, on obtient jusqu'à 49% de concentration en florizine avec un taux de récupération de 100%, donc ce qui s'avère assez intéressant. Donc, de nouveau, d'un point de vue application, donc on s'est intéressé dans quel contexte la florizine pourrait être utilisée. Donc, pour rappel, c'est donc un composé phénolique, donc dérivé de la florétine. La florétine, on va plutôt la retrouver dans le secteur cosmétique. Et quand on regarde les bénéfices potentiels, on voit qu'au niveau des activités physiologiques, on retrouve les propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-obésité. Et au niveau des effets pharmacologiques, on parle beaucoup de l'effet antidiabétique. Donc, c'est vraiment des sujets au final actuels qui pourraient répondre à certains défis de la société. De nouveau, ici, on a fait la même chose que pour le cosmétique. On a regardé la situation actuelle du marché de la florizine, donc avec l'approche ingrédients. On voit que la majorité des fournisseurs est en Chine. Donc, on reprend le tableau ici, même si on voit quand même qu'il y a l'Italie, l'Allemagne, le Canada qui ont été répertoriés ici comme fournisseurs d'ingrédients. On voit aussi que les prix et les concentrations d'actifs sont différents quand on parle d'ingrédients génériques ou d'ingrédients brandés. Donc, les ingrédients brandés, c'est ici l'Apple In, le Selectiev et l'Apple Zin.
où on voit que les concentrations en florizine sont de plus ou moins 5%, alors que quand on parle d'ingrédients génériques, donc plus purs, on va dire moins complexes et moins étudiés peut-être d'un point de vue scientifique aussi, on est plutôt à des plus grosses concentrations de 80 à 98%. Au niveau de l'origine de la florizine, donc ça été assez complexe d'avoir l'information de nouveau très précise, surtout de la part des fournisseurs plutôt chinois. On voit qu'on a 40% de ces fournisseurs qui mentionnent comme origine de la florizine le fruit entier. 20% mentionnent tout de même quand même déjà le résidu, donc d'après les infos, à voir c'est la branche ou l'écorce. Et donc, c'est uniquement en Chine qu'on retrouve cette origine-là, donc à confirmer aussi, et que 40% proviendrait de l'écorce de racine. Mais on voit qu'il y a vraiment quand même un challenge au niveau de la traçabilité lorsqu'on fait la demande auprès d'eux. Au niveau de l'approche complément alimentaire, on voit actuellement qu'il y a peu de produits avec la florizine qui est vraiment clairement identifiée. Donc, on parle vraiment peut-être plutôt d'un cocktail de polyphénol que de mettre au niveau du marketing la florizine. On voit que la concentration de la florizine est assez faible, donc surtout pour Happy Nature, qui contient un ingrédient brandé. Donc Happy Nature, ici en ligne du milieu, contient justement l'ingrédient brandé qu'on a cité auparavant, qui est la Select Sieve. Et donc où la concentration, du coup, en ingrédient actif est de 0,34%. Et on voit également qu'au niveau de la source de l'ingrédient actif, on parle surtout du fruit. Donc, pour résumer ici le potentiel, pour résumer ici au niveau du potentiel de la justement d'utiliser la florizine extraite du taille de pommier. Et donc, suite à une revue de la littérature, on a pu identifier que les tailles de pommier, donc la teneur en florizine donc, présente dans les tailles de pommier est 1000 fois supérieure à celle présente dans le fruit. Donc, ça met vraiment en évidence que ça pourrait être une source très prometteuse de florizine, que cette florizine semble être physiologiquement intéressante donc pour des applications nutraceutiques, et ceci a été soutenu par des études scientifiques. Au niveau des opportunités, donc effectivement de mettre en avant au niveau de la communication l'origine végétale durable, un ingrédient produit localement, établir le système de traçabilité de 100% et d'utiliser de nouveau le coproduit agricole qui n'est pas en concurrence avec le fruit ici, donc la pomme. Par contre, il y a des limitations réglementaires, par exemple, où là, la florizine issue des tailles de pommier serait plus que probablement un ingrédient considéré comme novel food. Donc, il y aurait quand même un dossier novel food à introduire auprès de l'EFSA et de l'Europe. Et au niveau justement de cette communication, on voit qu'il y a quand même un manque de sensibilisation à propos de la florizine. Donc, il y a vraiment une communication orientée polyphénol de la pomme, et donc un focus extrait brut plutôt que la molécule de florizine. Et donc, pour conclure ici, pour ma présentation courte, donc effectivement, les résidus agricoles, donc ici les résidus de taille de pommiers, poiriers et vignes, représentent une source prometteuse d'ingrédients pour les cosmétiques et les nutraceutiques. Les technologies donc, utilisées qui sont respectueuses de l'environnement permettent effectivement d'extraire ces molécules, mais que par contre, au niveau de la législation sur les nouveaux aliments, il y a certaines contraintes et certaines limitations qui permettent effectivement d'exploiter directement ces résultats, même si ça serait envisageable. Ensuite, si vous voulez effectivement en savoir plus sur les études de cas, donc on a fait des études de cas pour le secteur cosmétique, nutraceutique, mais aussi pour tout ce qui est énergie, engrais et chimie. Donc ces études de cas sont disponibles sur le site d'AgriWaste Value et Aurore mettra le lien directement en documentation. Et donc je vous invite aussi à aller voir un peu plus d'informations sur notre site internet et merci de votre écoute. Merci Flora pour ta présentation. Alors, j'invite désormais donc Bruno à nous faire un retour d'expérience justement sur ce sujet. Je vous laisse donc la parole et n'oubliez pas de réactiver votre micro. Et voilà, c'est fait. On m'entend, j'espère, oui. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer, comme vous voyez le sommaire, par une présentation très rapide d'Oxylent. Puis je parlerai des activités d'Oxylent aussi très rapidement. Je m'appesantirai un petit peu sur l'extrait de grenade, qui est un peu l'extrait phare de la société et qui est aussi un coproduit dans notre cas. Et le retour d'expérience sera illustré par deux projets, Capel et Valaxon, qui ont été menés dans le cadre du Pôle Agralim.
et bien sûr les conclusions. Donc ça c'est pour le sommaire. Donc Oxylent, en quelques mots, c'est une société donc, qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui est localisée à Guilanguien, qui est active dans le domaine des polyphénols. L'origine, c'est qu'on a fait un screening, principalement avec l'UCL, il y a pas mal d'années, d'environ 80 extraits végétaux différents. C'est une étude qui a duré quelques années. Pendant la première phase de l'étude, on a mesuré les polyphénols totaux et la capacité antioxydante de différents extraits. Et dans la seconde phase de l'étude, on avait sélectionné 6 extraits d'intérêt. Et ces extraits ont été alors testés sur des cellules intestinales pour en mesurer l'effet anti-inflammatoire. Et la Grenade est ressortie lauréate de ce screening. Donc, le but, c'est aussi l'amélioration de la nutrition et le maintien de la santé par des moyens naturels et le développement d'ingrédients naturels et donc de compléments alimentaires. Alors, on a surtout au début mené beaucoup de projets de recherche et développement. Donc, ça va même remonter à l'époque avec le projet Walnut 20, qui est bien ancien, mais enfin, c'est ce qui, moi en tout cas, m'a mis le pied à l'étrier pour réfléchir à la problématique des polyphénols. Et puis, ça a débouché sur des projets de pôle, du pôle Wagralim, ce qui a permis d'avoir des bases scientifiques à nos recherches dans le domaine des végétaux. On a comme activité le développement de formules essentiellement dans le domaine des compléments alimentaires. Donc, on a des compléments alimentaires avec des ingrédients naturels, mais pas que. On n'est pas spécialisé dans le bio, mais on essaie de mettre des ingrédients naturels et on essaie d'avoir des synergies innovantes entre les différents ingrédients. Et puis, je mentionne qu'on est, je suis membre du pôle Wagralim, donc je participe au conseil d'administration de ce pôle. Et le pôle Wagralim, je le rappelle pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais je ne pense pas qu'il y en ait grand monde. Voilà, c'est vraiment un pôle agroalimentaire qui essaye de fédérer toutes les énergies du monde de l'agroalimentation en Wallonie, de faire du networking, d'aider au dépôt de projets, mais pas que, aussi d'aider à tout ce qui est toute forme d'innovation au sein des entreprises. Donc voilà, c'est le rôle qu'essaye de se donner Wagralim et qui, je pense, y réussit de plus en plus. Alors, venons-en à l'extrait sur lequel j'ai pas mal travaillé et Oxylent a pas mal travaillé pendant des années. Donc, on parle bien d'un coproduit puisque ce sont des écorces de grenade que nous travaillons. Bon, ce n'est pas un coproduit, pas en tout cas encore pour le moment d'origine wallonne. Les changements climatiques sont là, mais enfin voilà, ça reste quand même des grenadiers, c'est essentiellement originaire d'ailleurs de la région Iran, Afghanistan à la base, et puis ça s'est sémé autour du pourtour méditerranéen où il y a énormément de grenadiers dans tous les pays autour de la Méditerranée et d'une façon beaucoup plus industrielle. Alors là, il y en a fatalement en Chine, comme toujours, et aux États-Unis. Mais là, on parle plutôt de production assez industrielle. Les productions, je dirais, qualitatives qui respectent encore une notion d'artisanal, c'est plus dans le pourtour méditerranéen qu'on va les trouver. Donc, c'est un ingrédient donc, qui contient pas mal de flavonoïdes, qui est un puissant antioxydant, et les principes actifs principaux identifiés, c'est la punicalagine et l'acide élagique. Donc, je rappelle qu'il y a un effet totum, c'est souvent d'ailleurs constaté avec pas mal d'extraits, c'est que si on veut isoler un principe actif et vouloir travailler uniquement sur un principe actif pour le mettre en avant, on a un moins bon effet que l'effet totum. Bon, ça s'explique aussi quand on voit l'HPLC d'un produit comme la grenade, il y a beaucoup de pics et il y a d'autres principes actifs qui ne sont pas toujours identifiés, mais qui ont certainement un rôle bénéfique également. Les métabolites de l'acide élagique, c'est les urolitines. Ça ressort de beaucoup d'études pour mesurer justement l'effet anti-inflammatoire. C'est les urolitines A, B, C et D qui ont été analysées. Donc on parle d'effet anti-inflammatoire, on ne peut pas s'en prévaloir ouvertement parce que c'est en fait une allégation qui n'est pas admise dans le domaine des compléments alimentaires, mais si on est dans une communication, c'est un fait. Et voilà, il y a des bénéfices sur la santé digestive notamment. C'est un fruit qui est à l'origine utilisé pour ça d'ailleurs en Afrique du Nord. J'ai mentionné contribuer à l'amélioration de la performance chez le porc parce que nous vendons cet extrait-là dans le feed. Pour remplacer progressivement des ingrédients synthétiques par des ingrédients naturels. Il y a une tendance lourde dans l'industrie du feed de faire ça.
Bon, ça ne se fait pas facilement, mais ça se fait de plus en plus. Il faut pouvoir être compétitif malgré qu'on ait des extraits naturels et il faut avoir des effets aussi performants et efficaces que les ingrédients synthétiques. C'est ça le défi. Et donc, contribuer à un meilleur confort de vie. Dia suivant, ben là, ça rappelle un peu, d'ailleurs, Florent en parlait, on doit toujours, quand on veut mettre un nouvel extrait sur le marché, avoir un dossier scientifique solide, et notamment sur la toxicité potentielle, toxicité chronique ou aiguë. Il faut évidemment avoir tous les effets doses qui sont bien bordés. Le réglementaire, pardon, est aussi un aspect très important, et Flora en parlait, et Dieu sait si c'est vrai, on pourra peut-être y revenir en conclusion. Cet aspect-là me semble fort important quand on se lance dans le domaine des coproduits. C'est un aspect qu'il faut être vraiment étudié. Les mécanismes d'action de la grenade, ils sont multiples et variés. Vous voyez que j'en mentionne quelques-uns. Les effets cardiovasculaires, notamment sur la réduction du LDL cholestérol. J'aurais pu mentionner aussi l'augmentation du HDL cholestérol, du bon cholestérol entre guillemets, parce qu'en fait, quand on parle de cholestérol et qu'on mesure pour l'humain, on mesure toujours un total, mais ce qui est quand même intéressant de regarder, c'est le rapport entre HDL et LDL, il est fondamental, et il permet d'ailleurs de monter un petit peu au-dessus d'une façon non dangereuse, et ça m'arrange bien. Et donc, et aide aussi à améliorer la qualité de la viande, tant au point de vue goût et texture. Ça, c'était pour l'extrait de grenade. Il y a aussi des effets sur le muscle, d'ailleurs, je le mentionne, qui ont été des études cliniques très intéressantes sur le catabolisme musculaire, qui montrent que donc, dans le cadre de la sarcopénie, notamment, on peut avoir des effets très intéressants. Et nous avons aussi mené une étude, je le mentionne, avec le CHU de Charleroi, avec des patients hémodialysés, pour voir mesurer l'effet à travers différents marqueurs de la grenade combinée à d'autres produits, sur des CRP, de l'albumine, masse maigre, etc. Alors maintenant, je voudrais illustrer un peu le retour d'expérience. Là, c'est une expérience avec un coproduit, expérience positive, je dois dire. Il y a aussi des expériences parfois un petit peu plus compliquées, sans parler de négatives, mais plus compliquées. Donc là, on parle dans le cadre du projet CAPL, qui est un projet qui est terminé depuis longtemps, où on a travaillé avec Galactic sur la combinaison entre des lactates de calcium et des extraits de pommes, justement, dont Flora parlait. Les applications visées, nous, au départ, puisqu'on avait un but Nutra, c'était la perte de poids, le maintien du poids. On partait aussi de la littérature, la florexine, la quercétine. Tous ces principes actifs étaient bien identifiés. La réduction des problèmes métaboliques. Donc, on est sur un très gros sujet qui concerne énormément de monde et de plus en plus, je dirais, malheureusement, dans nos pays. Alors, on a travaillé sur différents extraits de pommes, de variétés de pommes. On a travaillé les chairs, les pelures et les mares, pas les résidus de taille, malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est vrai qu'on a vu que les teneurs n'étaient pas toujours très élevées, donc dans certaines, vraiment dans les chairs et dans les mares, il y avait un peu plus de teneur de principes actifs dans les pelures. On a essayé de caractériser les meilleurs extraits. On a été confronté, je mentionne directement, à des difficultés d'approvisionnement constant de ces mares, de ces chairs de pommes. On a été confronté aussi à des problèmes de stockage pour éviter tout risque de contamination, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, quand on veut avoir ces sous-produits ou ces coproduits, il faut penser à tous les détails, comment faire aussi en sorte que ce produit-là, s'il est stocké, ne se dégrade pas rapidement. Donc, tout ça a été étudié et a posé quelques petits soucis. On a eu quand même des résultats intéressants. Bon, je mentionne le fait que les variétés de pommes ont un impact, mais bon, on a ces limites aussi, on ne peut pas commencer à analyser toutes les variétés, il y en a tellement. Mais on a vu donc des effets intéressants in vitro d'abord, l'aspect toxicité dont on parlait tout à l'heure, ben oui, très important. L'effet anti-inflammatoire et vasorelaxant, c'était un des buts. Et in vivo, vous voyez également l'HDL circulant qui augmente, les acides gras libres circulants qui diminuent, la masse graisse qui diminue au profit de la masse maigre. Et puis après, il y a eu la production d'extraits pour avoir un extrait stable.
En fait, sur ce projet-là, la difficulté a été surtout commerciale parce qu'on est arrivé à avoir un extrait intéressant, mais les rendements d'extraction étaient vraiment faibles. Donc, de nouveau, on a travaillé sur pas mal de pelures. Donc, ça renchérit le prix de la matière première, évidemment, quand vous avez un rendement faible. Et le dosage nécessaire pour avoir un effet efficace était également une limitation. Donc, il faut bien se rendre compte aussi que là, on ne peut pas demander non plus, dès qu'on doit avoir un dosage relativement élevé, ça met aussi un produit très cher sur le marché, des compléments alimentaires. Or, voilà, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Un autre projet pour illustrer de nouveau le retour d'expérience dans les coproduits d'Oxylène, c'est les sonds de blé. Donc, le blé, principale culture en ligne, ne tenez pas compte des chiffres, ils datent un peu, là, en fait, c'est pas mis à jour. Mais voilà, il y a toujours des sonds de blé qui sont, alors, à ma connaissance, toujours relativement peu exploités, mais il y a certainement des choses qui ont évolué. Nous, à l'époque, on s'était donc beaucoup intéressé à ces sonds de blé qui contiennent des arabinoxylanes. Et ce qui avait été un des points de focalisation pour nous, c'était de pouvoir extraire le maximum d'acide férulique. On savait qu'il y en avait très peu au départ, mais c'est un produit à haute valeur ajoutée, notamment utilisé dans la cosmétique, d'ailleurs pour ses effets cutanés, ses effets sur la peau qui sont intéressants. Donc, les partenaires, vous voyez ici les partenaires du projet, hein, nous étions avec Wallagri, avec Meurens Natural et avec l'Université de Liège et Jean-Bu Agrobiotech. Donc, c'était les partenaires du projet. On a beaucoup travaillé sur la méthode d'extraction à partir d'un cocktail d'enzymes. Énormément d'enzymes ont été testés pour optimaliser l'extraction enzymatique de ces sonds de blé, qui ont été d'ailleurs testés avec d'autres produits concurrents pour faire des comparaisons. On a étudié les propriétés antioxydantes de l'extrait, c'est un des buts évidemment, comme je le mentionne, les effets vasorelaxants, les gènes détoxifiants, etc., pour arriver à une formulation. Et là, on a eu comme voie de valorisation, pas tellement un complément alimentaire, parce qu'on est tombé un petit peu sur le même problème, c'est le dosage nécessaire du produit. Il y avait un rendement d'extraction relativement faible, mais ça, c'était une donnée assez bien acquise et maîtrisée. Mais le fait qu'on doive faire un dosage très élevé de 6 à 9 capsules par jour pour avoir un effet efficace sur l'humain était quand même un tout petit peu rédhibitoire pour le marché. Moins une question de prix, mais surtout le fait que voilà, les gens ne sont plus prêts à prendre autant de petites pilules, même pour leur prévention santé. Je schématise un peu le problème, il était plus complexe que ça, mais c'était en tout cas un des soucis à partir du moment où on ciblait l'acide férulique évidemment comme principe actif. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le projet a quand même un petit peu évolué, dévié vers autre chose, vers quelque chose de plus food, puisqu'on s'est dit, voilà, on ne va pas rester devant ce constat-là. Et c'est comme ça qu'on a contacté l'Institut Meurice, parce qu'on a vu dans le produit Valaxon, il y avait un potentiel qui était plus food que nutraceutique. Et grâce à eux, on a pu mettre en exergue pas mal de choses intéressantes. Première partie, donc on a fait détermination du profil aromatique grâce au food pairing, donc qui est le fait de combiner plusieurs ingrédients entre eux pour voir le plus de la combinaison. Et puis l'étude de fonctionnalité s'est portée sur les aspects aromatiques, coloration des différentes matrices, exhausteur de goût, conservation, l'effet de conservation du produit et enrobage sur des matrices carnées et liquides, comme je le mentionne. Donc là, c'est pour un peu expliquer la méthodologie, je dirais, qui a été suivie par l'Institut Meurice, qui est très pointu dans ce domaine et qui a toutes les capacités pour mener ce genre d'études sur le profil aromatique, avec les différentes notes qu'on peut sortir d'un extrait et le doragramme. Donc là, c'est un petit peu pour expliquer la méthodologie qui a été suivie. Et on a obtenu quand même des résultats qui étaient, je trouve intéressants, sur pas mal de matrices. Malheureusement, ce n'était pas notre domaine de core business, donc il y a des choses qui n'ont pas été toutes exploitées, mais enfin, c'est des pistes très intéressantes
de voir comment un extrait, donc à la base qui était destiné au complément alimentaire, avait un effet positif sur différentes matrices, comme vous voyez là. Je ne veux pas tout détailler sur des matrices carnées, liquides, sur du pain aussi, en texture du pain. On a fait toute une étude sur le pain qui était vraiment intéressante. L'effet conservateur, donc antioxydant, était relativement faible, en tout cas bactériostatique, bactéricide encore moins, mais on avait quand même voilà, des colorations ou des textures vraiment intéressantes, des saveurs surtout qui étaient vraiment potentiellement très intéressantes. Et alors, j'espère que je suis toujours dans les temps, j'arrive à la conclusion de ma petite intervention pour parler, mettre en avant dans le retour d'expérience les différentes choses que j'en ai tirées, les différents écueils, mais aussi opportunités, parce que c'est vraiment passionnant de travailler sur les coproduits. Dans le cadre des projets, parce que souvent on implique différents projets, c'est d'avoir un bon partenariat de départ. On voit que l'implication des partenaires n'est pas toujours la même, et c'est une réflexion qu'il faut avoir bien au départ, s'assurer de l'implication de chacun. Il y a parfois des évolutions en cours de projet parce que finalement, telle société est rachetée et puis la stratégie change. Ça, on ne peut rien y faire malheureusement. La durée des projets est un aspect aussi fondamental de l'idée à la recherche sur l'idée, à la rédaction d'un pré-projet, à la soumission du projet, à l'approbation par plusieurs jurys, et puis au lancement du projet lui-même, avec d'éventuelles prolongations, on a des durées moyennes de projet qui sont quand même relativement longues. Il faut évidemment toujours, l'aspect temps est vraiment très important dans la réussite d'un projet. Mais ça peut durer 5 ans presque d'office entre le démarrage de l'idée et la concrétisation. Les aspects réglementaires, Florent en parlait, moi j'insiste là-dessus, c'est devenu fondamental de bien se poser les questions réglementaires, même dès le départ, sur les coproduits, parce qu'évidemment, on parle en général de coproduits donc non consommés par l'humain. Les écorces d'arbres, ben oui, on ne les mange pas, donc on est vite confronté à ce problème de toxicité potentielle, de dosage. Et un dossier Novel Food, franchement, c'est lourd. Ça fait reculer beaucoup d'entreprises, les PME comme la mienne, bien sûr, mais même les grosses boîtes avec qui je vais discuter de certains projets, mais ils disent, voilà, si on doit faire un Novel Food, ça va être très compliqué. Et puis, bon, l'harmonisation des objectifs entre industriels et académiques me semble aussi une chose qui doit être bien pensée. Bon, l'académique va le voir plus publié et c'est tout à fait logique, mais il faut vraiment que la recherche soit aussi tout à fait bien orientée. Et je l'en parlais aussi, un des écueils, c'est qu'on peut avoir une réussite technique, mais ça ne veut pas dire qu'on a une réussite commerciale. Les contraintes sont énormes pour passer de la réussite du produit tel qu'il est bien fait, bien, mais après, bon, il faut arriver à le vendre. On ne va pas s'apesantir là-dessus. Et puis, un sous-problème de la durée des projets, c'est que quand ça dure trop longtemps, un projet, ben, il y a des évolutions technologiques parallèles qui peuvent remettre en cause l'intérêt même de la recherche qu'on a menée. Voilà les différents écueils dans votre expérience. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci Bruno, c'était parfait. Merci pour votre retour d'expérience à ce sujet. Et nous allons à présent écouter Anne-Sophie Charles donc, de la Maison Éole qui va nous parler plus donc, des aspects cosmétiques. C'est à vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Aurore, j'ai un petit souci de connexion avec mon PC, donc j'ai basculé sur mon iPhone. Donc je te demanderai juste d'activer le PowerPoint au fur et à mesure parce que du coup, oui, pas de souci. Je ne crois pas que je vais pouvoir le faire. Voilà, donc moi je suis là pour témoigner de mon expérience, nouvelle expérience, puisque ça correspond à un basculement de vie. Donc je ne suis absolument pas et j'ai décidé, il y a 2 ans, de changer complètement de… Anne-Sophie, excusez-nous pour ce problème technique. À partir de la vie. Oui. Je me permets de te couper, parce que quand tu changes la slide, je pense que ça fait bugger ton téléphone. Donc, je vais les changer si tu veux bien. Oui, voilà, mais tu peux changer.
Voilà, donc la volonté, c'était de pouvoir lancer la première gamme de cosmétiques à partir de la vigne belge. Je ne savais absolument pas comment j'allais m'y prendre, puisque je ne connaissais pas la qualité des principes actifs que j'allais pouvoir trouver. Je voulais, deuxième priorité, pouvoir faire une marque Made in Belgium, donc utiliser des résidus, c'est valoriser l'économie circulaire, et je voulais aller jusqu'au bout de cette économie circulaire en ayant recours, que ce soit de la recherche au développement, en passant par la formulation, le flaconnage, etc., à des savoir-faire et des compétences 100% belges. Je voulais aussi m'engager dans une démarche de recherche et développement pour pouvoir trouver les principes actifs que les concurrents n'avaient pas trouvés. Vous connaissez tous Caudalie et sa fameuse molécule, mais je voulais aller plus loin. Et puis enfin intégrer une démarche d'éco-responsabilité, c'est-à-dire inciter la consommation du cosmétique avec un packaging qu'on puisse réutiliser. Donc vraiment la volonté de m'inscrire dans la durée, de viser l'excellence, de participer à la réputation de la vinothérapie, avec en perspective cette volonté un jour de tendre vers un brevet. Voilà. Alors, les valeurs que porte Maison Éole, d'une part l'excellence, je tiens à le préciser parce que souvent quand on fait des cosmétiques naturels, dans mon cas pas bio, naturels, on a souvent tendance à considérer que le flaconnage ne doit pas être soigné, comme si c'était pas, on vendait du bio, on ne devait pas soigner l'élégance du produit. Moi, j'ai voulu démontrer qu'on pouvait faire du naturel, avoir une démarche d'économie circulaire tout en ayant un packaging qui soit tendance, qui est associé finalement à l'élégance, puisque le produit est aussi assimilé un peu à la consommation du champagne. La valeur d'authenticité, je pense que c'est indiscutable. On a les pieds bien dans la terre, on récolte les résidus et donc lier toute l'histoire de Maison Éole au territoire de la vigne du Champ d'Éole. Travailler les émotions à travers les fragrances, à travers des émulsions de qualité et travailler et communiquer sur la belgitude. On communique déjà beaucoup au niveau du Champ d'Éole sur la consommation locale. Aujourd'hui, on communique aussi sur les soins locaux. Alors, petite précision, et puis Laurent, tu peux changer la dia, que je n'ai pas dite en introduction, c'est que je me suis arc-boutée sur le vignoble familial, puisque mon mari est propriétaire du domaine du Champ d'Éole, qu'on est parvenu à faire une des meilleures bulles, puisqu'on dépasse les champenois. Et donc, dans toute ma réflexion, c'était de se dire, si on parvient à faire un des meilleurs produits qui dépasse l'excellence des champenois, il n'y a pas de raison qu'en cosmétique aussi, on ne puisse pas produire des soins de qualité, avec cette croyance qui était de dire que le terroir belge est plus vierge, en fait, en termes de travail du sol, en tout cas pour les polyphénols qu'on pouvait retrouver notamment dans la vigne, et que donc j'allais peut-être trouver une densité ou une activité plus riche et plus dense que ce qu'on peut retrouver sur des vieux viticoles français comme la Bourgogne ou comme le Bordelais. Alors, évidemment, différentes étapes se sont présentées à moi. D'une part, identifier les aimants de la vigne à récolter. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est contacter le technicien du Champ d'Éole, qui est un champenois, afin de voir avec lui quelles étaient les étapes de processus de fabrication du vin dans lesquelles j'avais la plus grande chance de pouvoir récolter des ingrédients qui allaient être intéressants en cosmétique. Donc ça a été la première chose, et travailler sur le calendrier de récolte, puisqu'on vendange une fois, on soutire le vin de la cuve une fois, on récolte les lies une fois. Et donc, planifier en fait ce processus de récolte des ingrédients, trouver évidemment les partenaires de recherche avec lesquels j'allais pouvoir travailler, des partenaires dans le domaine de l'extraction moléculaire, mais aussi des partenaires qui allaient être capables de traduire dans un langage cosmétique les principes actifs que l'on allait détecter, et puis trouver les partenaires industriels et les partenaires avec lesquels j'allais formuler l'ensemble de mes produits, sachant que j'avais pour priorité de choisir des partenaires industriels qui acceptaient de travailler du 100% naturel, du 100% vegan, et qui acceptaient aussi de relever le défi d'être en contact constant avec les centres de recherche et de se challenger constamment avec les retours des analyses qui allaient être formulées pour mettre au point un produit que par ailleurs ils n'avaient jamais mis au point. Dia suivante, donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai commencé à récolter les premiers ingrédients, les lies, donc les dépôts qu'on trouve dans les cuves de fermentation, qu'on récolte une fois par an. Donc quand on soutire le vin le liquide alcoolisé, le vin de la cuve, ce sont des lies qui n'étaient pas utilisées, donc qui étaient jetées, des matières qui sont composées notamment de sucre et de levure, très très riches en acides amidés, en bêta-glucans, en vitamines, en polyphénol.
J'ai récolté également les sarments, ces bouts de bois de la vigne dont on savait également qu'il y avait une concentration excessivement élevée en polyphénol. Et puis ça a été un petit peu la surprise, le sel tartrique, en fait, qui sont ces cristaux qui se collent sur les cuves de fermentation quand on soutire le vin de la cuve, qui sont des cristaux qui n'étaient absolument pas utilisés, qu'on rejetait dans la nature, je dirais, et qui sont en fait des ingrédients que j'ai pu utiliser, mais de façon tout à fait simple et brute, puisqu'ils n'ont pas nécessité un traitement. On les a séchés, en l'occurrence, le Célabore a été choisi pour cette mission. On a séché le sel tartrique, on l'a broyé, et c'est une matière que j'ai utilisée pour faire mon exfoliant, donc un scrub qui est tout à fait innovant à partir de cette matière totalement brute. Dia suivante. Alors, 2 ingrédients que je n'ai pas encore travaillé, donc le marc de raisin. Voilà, là je le laisse pour les prochains mois, les prochaines années. Et la craie qui est aujourd'hui à l'analyse, mais qui n'a pas encore été traduite dans le langage cosmétique. 2 applications éventuelles sur lesquelles on travaille. D'une part, développer une gamme maman-bébé, puisque évidemment avec la craie, il y a toute une gamme dans le domaine du talc qui peut être développée et associée à l'huile de pépin de raisin, développer une gamme maman-bébé. Et puis cette craie pourrait être aussi utilisée comme agent de blanchiment naturel des émulsions, puisque ça, je vais vous l'expliquer par la suite. L'ingrédient, le polyphénol qu'on a pu trouver, a une couleur qui tend vers le noir et qui donne finalement à mes émulsions une teinte qui tire vers le beige, qui aurait pu au départ perturber le consommateur, mais que finalement j'ai décidé totalement d'assumer, puisque je voulais à la fois démontrer l'intégration d'un élément naturel et puis défendre aussi la slow cosmétique, ne pas aller rajouter des éléments qui ne sont pas indispensables pour la qualité du soin. Dia suivante. Alors, au niveau des partenaires de recherche, je dirais que j'ai eu la chance de trouver sur le territoire wallon les 2 partenaires avec lesquels j'allais me lier, avec qui je suis d'ailleurs toujours liée, puisqu'on avance maintenant sur un projet Wind to Wall à partir des lits de vin. Donc, à la fois le Célabore, avec qui j'ai travaillé pour tout le process d'extraction moléculaire, et avec le CEREF, qui dépend de la LA, donc qui est une haute école qui forme des ingénieurs biochimistes, et dont le centre de compétences, le pôle de recherche, s'est spécialisé totalement dans l'analyse des tanins végétaux à des fins cosmétiques. Et donc, l'ensemble de l'équipe ne travaille que dans ce secteur. Donc, je suis parvenue à les mettre autour de la table et ça fait 2 ans, finalement, qu'on travaille ensemble, notamment sur le projet Maison Éole. Et cette recherche a pu être entamée par l'obtention de chèques technologiques qui sont, pour les non-belges, des premiers soutiens financiers dédicacés par la région wallonne. Alors, dia suivante. Alors, trouver le partenaire industriel, bon, là, je vais aller assez rapidement, je vous l'avais dit, priorité de le trouver sur le territoire wallon. Ma grande découverte, ça a été de constater qu'en fait, toutes les compétences pour fabriquer un cosmétique existent sur le sol belge. Je pensais devoir me tourner vers l'Italie, la France. Donc, on a vraiment là de quoi faire un beau cluster de fabrication cosmétique. On a notamment dans le sud du pays, à Libramont, une société de formulation qui emploie plus ou moins 400 personnes, qui est finalement le bras armé de l'usine L'Oréal, qui est là depuis une 40aine d'années. Et donc, on a les compétences en matière de formulation, en matière de conditionnement, en matière de fabrication, pour pouvoir vraiment développer une filière de cosmétiques. Et donc, voilà, j'ai travaillé avec ces premiers formulateurs qui ont accepté de travailler en étroite collaboration avec les partenaires de recherche. Dia suivante, des partenaires aussi publics, que ce soit des incubateurs de type la Maison de l'Entreprise, que ce soit la région wallonne, que ce soit l'AWEX, que ce soit des invests spécifiques, notamment dans le secteur du rayonnement wallon, puisqu'il est très difficile de lancer un projet cosmétique d'un point de vue financier si on n'intègre pas directement la dimension internationale. Ça va encore plus pour un pays comme la Belgique, qui est souvent vu comme un marché commercial pilote. Et donc, il fallait, en parallèle de tout ce processus de recherche, travailler aussi à la commercialisation et à la viabilisation du produit cosmétique. Les investissements sont effectivement conséquents. Dia suivante. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous en parler tout de suite. On est parvenu à détecter dans les sarments une molécule innovante qui m'a permis très vite de sortir une gamme composée de 16 références et qui est une gamme qui est essentiellement antioxydante pour le visage, pour le corps, pour la femme et pour lui. Dia suivante. Voilà.
et on va embrayer directement sur la molécule en question. Et donc, effectivement, le Célabore est parvenu à identifier une molécule qui, à notre connaissance, n'a jamais été utilisée dans les cosmétiques européens, qui est un antioxydant à 3 cycles et donc avec une capacité antioxydante 5 à 10 fois plus efficace que ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché des cosmétiques européens. Et donc, on a une activité évidemment antioxydante, j'en ai parlé, une activité aussi liée à la régulation cellulaire, à l'élasticité, au collagène de la peau et à la diminution des agents pro-inflammatoires. Et donc, c'est cette molécule, je dirais, prioritaire et majeure qui est la force de mes formulations que je symbolise sur le concept wine extract. Alors, a été aussi ajouté, je pense que c'est la dia suivante, à cette molécule Lely brute, des cuves de fermentation. Elles ont été intégrées donc de façon brute puisque hautement condensées en bêta-glucan, comme je le disais, en acide aminé et en vitamines, ce qui permet finalement d'intégrer des résidus dans l'ensemble du processus viticole dans les cosmétiques. Et on a aussi poussé le trait jusqu'à l'intégration de l'alcool des cuves de fermentation dans l'ensemble des formulations. Alors, on a travaillé avec des agents non OGM, on a voulu travailler aussi avec un pH stabilisateur 5, pH neutre évidemment. On a évidemment intégré l'huile de pépins de raisin dans toutes les formulations là où c'était possible, donc notamment une huile de douche qui est composée sans eau, donc uniquement avec de l'huile de pépins de raisin, en tout cas majoritairement, et qui offre finalement un produit qui est assez unique sur le marché, qui est notamment idéal pour les peaux atopiques, qu'on a intégré aussi dans le scrub, qui en fait un scrub ultra innovant d'ailleurs, qui a reçu le prix Marie-Claire de la beauté 2022 pour son innovation. Et on a intégré toute une série je viens d'en parler, Lélie, je m'excuse, mais en fait sur mon iPhone, je ne vois pas très bien mon PowerPoint, donc je vais juste respecter l'heure pour que vous ne soyez pas perdus. Et évidemment, j'ai intégré le resveratrol. Alors, voilà, ça c'est la marque de Caudalie. D'un point de vue marketing, je ne pouvais pas faire l'impasse, je devais l'intégrer. On le sait tous, il est présent de façon hautement condensée, notamment dans toute une série de tanins végétales, dont la vigne. Et donc, je n'allais pas faire l'impasse, mais ce polyphénol à 2 cycles est aujourd'hui largement dépassé par l'efficacité du polyphénol que j'ai pu intégrer. Donc là, on est juste dans des concepts marketing que je considère non efficaces par rapport à la qualité de mon soin. Dia suivante. Alors, on a intégré toute une série d'éléments aussi, donc une attention particulière sur des systèmes très qualitatifs, notamment des systèmes antimicrobiens. On travaille aussi avec des conservateurs naturels. On a eu une attention tout à fait spécifique sur la qualité des textures pour pouvoir associer la qualité et l'efficacité des formulations avec le côté agréable et très soigné des textures. Dia suivante, pour ne pas que je prenne trop de temps. Alors, j'en termine en vous disant donc que la gamme est toute jeune. Elle a été commercialisée début décembre avec une volonté de pouvoir la placer en pharmacie. C'était pour moi une légitimité et une reconnaissance de tout le travail de R&D qui a été mené. Bon, vous l'avez vu rapidement sur les slides, mais j'ai voulu aussi avoir un packaging qui puisse être tout à fait spécifique, un très joli flaconnage qui évoque l'univers de la vigne, emballé dans des coffrets de bois qu'on peut réutiliser, comme des étuis, des porte-biques, des boîtes à bijoux, des boîtes à épices dans la cuisine. Donc vraiment lier cette éco-responsabilité à l'économie circulaire. Je veux dire que le secteur pharmaceutique réagit très bien, puisqu'après 9 mois, j'ai plus ou moins 150 points de vente aujourd'hui, qu'on attaque l'international, et qu'on poursuit dans le secteur de la recherche les travaux. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on essaye notamment dans le cadre du projet Win to All de multiplier, donc d'utiliser les lits pour en faire, les lits des cuves de fermentation pour en faire un émulsiant naturel des prochaines fabrications. Et je pense que j'en ai terminé. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette présentation et ce retour d'expérience. Alors, nous avons désormais quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions, c'est toujours mieux. Alors ici, je vois qu'on en a déjà reçu 3. Donc, il y a une première question que je peux adresser à Bruno. Donc, quels sont les effets sur la santé digestive de la grenade? A-t-on des preuves scientifiques? Merci.
Ah, il faut que vous allumiez votre micro. Pas mieux, merci de me le rappeler. Donc, il y a des effets sur la santé digestive. D'abord, il y a des effets, je dirais, traditionnels. En Afrique du Nord, il était utilisé comme vermifuge, il était utilisé donc pour ses effets sur la santé digestive, mais de façon traditionnelle et donc dépourvu de preuves scientifiques, ça c'est vrai. Mais je me permets aussi de rappeler que moi j'ai fait une étude donc sur plein d'extraits végétaux pendant plusieurs années, dont je vais parler. Et la seconde partie de l'étude, c'était sur des cellules intestinales. Et on a vu les effets intéressants de la grenade c'était des cellules de type CACO2. Et sur les interleukines 6 et 10, peu importe, pour donner un peu plus de détails là-dessus, on avait des effets vraiment très intéressants de la grenade. Maintenant, la difficulté de dire que la grenade va s'imposer dans les compléments alimentaires pour la digestion, c'est qu'il y a d'autres extraits bien installés, la mélisse, la réglisse, la gentiane, le desmodium, il y a beaucoup d'autres extraits qui sont évidemment avec un support également très important. Donc, ce n'est peut-être pas très facile de le placer dans ce secteur-là spécifiquement, alors qu'il y en a d'autres où c'est plus évident. Mais il y a des effets, voilà. Il y a encore beaucoup de choses certainement à faire au niveau scientifique, ceci dit. Super, merci pour votre réponse. Alors ici, j'ai une question qui s'adressait à la présentation donc, de Flora. Est-ce que les tests anti-tir ont été faits à 500 ppm d'extrait? Quid de la composition globale? Flora. Donc effectivement, les extraits ont été faits par le Célabore et malheureusement, ils n'ont pas pu être présents ici au séminaire pour les détails techniques. Mais donc, je pense qu'effectivement, les 500 ppm, c'est sur l'extrait. Et du coup, si c'est sur l'extrait, c'est sur la composition, on va dire, globale de l'extrait. Mais après, avec plaisir pour prendre l'email de Eldra et de vérifier cette question auprès du Célabore. Je vois effectivement que la deuxième question, si je poursuis, la deuxième question d'Eldra, donc sur effectivement, voilà, si on veut capitaliser sur les molécules et non pas sur l'extrait brut, quelles seraient les méthodes de purification envisagées? Alors là, je ne suis pas experte purification non plus, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais le Célabore pourra peut-être effectivement plus y répondre par rapport à la chromatographie, par exemple, ou la cristallisation. Et donc, Eldra, si vous voulez bien mettre vos coordonnées, moi, on peut prendre contact aussi avec le Célabore. Et alors, je rebondis aussi par rapport à ça. Donc, nous, ici, c'était vraiment un projet européen. Donc, effectivement, on recherche aussi des partenaires industriels, voire des intérêts, effectivement, si ces industriels veulent déjà, dans un premier temps, tester les extraits du Célabore. On peut organiser une autre réunion séparée où le Célabore, donc qui était plus en charge de la production d'extraits, peut vous présenter plus en détail les résultats, voir s'il y a un intérêt de la part des sociétés d'intégrer ce genre d'extraits et faire des tests et ensuite voilà, continuer à faire vivre le projet aussi, puisque c'est vraiment l'objectif de faire monter aussi des industriels à bord. Merci Flora. Et donc, oui, n'hésitez pas à nous contacter peut-être par email sur info@agribwestvalue.eu si vous avez des questions ou vous n'avez pas eu entière satisfaction pour qu'on vous mette en contact avec le partenaire adéquat. Alors ici, j'ai une nouvelle question concernant les partenaires d'extraction. Donc bonjour, quel partenaire d'extraction à l'échelle industrielle pour les molécules d'intérêt type arbutine à l'échelle belge, mis à part Natextra? Donc peut-être que ici ma collègue Flora peut répondre, mais aussi Anne-Sophie qui a donc cette expérience de partenaire d'extraction. Je vous laisse. Ouais, donc au niveau de l'échelle de la recherche, on a le Célabore qu'on a déjà cité, qui travaille aussi pour des industriels. Donc en fonction de la montée en échelle, ils peuvent déjà en tout cas faire quelques tests et quelques extraits. Et effectivement, au niveau wallon et même belge, on retrouve donc Natextra, qui est donc pour les personnes qui ne connaissent pas, qui sont présentes, qui est une plateforme d'extraction qui avait comme ambition d'être ouverte à plusieurs acteurs industriels de la région. Et alors, justement, c'est un peu une limitation parce qu'il n'y en a pas tellement, alors qu'on voit qu'en France, il y a beaucoup plus d'industriels dans l'extraction et plus particulièrement naturel aussi. Donc, on est encore assez limité ici en Belgique, même si il y a une certaine expertise. Si Anne-Sophie, tu veux rajouter quelque chose?
Je ne sais pas si Anne-Sophie nous entend toujours. Personnellement, je peux juste dire un petit mot. Je t'entends toi, mais je n'entends pas nos deux, Ah, deux collègues. Et donc voilà, je Bruno? voulais savoir si tu avais d'autres informations concernant des partenaires d'extraction à l'échelle belge. À l'échelle belge, je voulais Non, juste à ma dire un petit mot. connaissance, il n'y a que Natextra qui est compétent en la matière. Merci. Et Ouais, ben, c'est ce que je voulais ajouter parce qu'en fait, je suis en tant qu'Oxylène partenaire de Natextra, je le précise quand même. Mais donc, c'est vrai qu'on a essayé de monter une plateforme qui soit ouverte à tous et à partir de batchs relativement petits. Donc, on a maintenant une installation qui est tout à fait opérationnelle avec concentrateur, extracteur et des séchoirs aussi, 2 types de séchoirs. Enfin, donc, on a, je crois, un matériel relativement complet qu'on va encore implémenter au cours de l'année qui vient. Donc, en termes de colonnes de purification, il y aura aussi des avancées là-dedans. Donc, je pense que ça offre quand même une solution intéressante et wallonne. Voilà. Parfait, merci à tous pour vos interventions. Alors, j'ai une question qui s'adresse donc à Anne-Sophie. Donc, y a-t-il eu des freins réglementaires pour l'utilisation des lits de vin ou du sel tartrique, car de nouveaux ingrédients, dans les produits cosmétiques? Non, parce que les formulateurs qui étaient en charge de mon dossier DIP ont pu trouver dans la nomenclature des ingrédients autorisés dans le cadre de la directive européenne des ingrédients, des INCI auxquels on pouvait se rattacher. Et donc, on n'a pas eu de frein particulier à pouvoir lier en fait les matières récoltées à la nomenclature existante. Voilà, parfait. Et encore une question pour vous, je pense. Et donc, la molécule WineXX, quel est son INCI? Je suis désolée si ça ne se lit pas comme ça. Je ne suis pas experte en cosmétique. Donc, pour Anne-Sophie. C'est un extrait de vigne. L'INCI qui correspond à la molécule qu'on a pu identifier, sur laquelle je ne communique pas, qui est symbolisé sous ce label marketing Wine Extracto Cube, le cube révélant ce 3 cycles en fait du polyphénol, est lié dans la nomenclature INCI à un extrait de vigne. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, ben voilà, je pense que nous avons fait le tour des questions. Et donc, voilà, ben, écoutez, si il n'y a plus d'autres questions, vu qu'il est 12h02, nous avons respecté notre contrat de temps. Et donc, je remercie tous les participants donc d'être venus à ce webinaire organisé dans le cadre du projet AgriWest Value. Et je remercie particulièrement nos orateurs invités pour leur retour d'expérience qui était très intéressant. Et donc, voilà, je répète, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email du projet info@agriwestvalue.eu si vous souhaitez des contacts, des réponses en plus ou des informations complémentaires. Voilà, et bien écoutez, je souhaite à tout le monde une excellente après-midi et nous restons à votre disposition. Au revoir à tous. Au revoir, merci beaucoup.